Bonjour et bienvenue sur une nouvelle interview de Nous Entrepreneurs. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Frédéric Volpon de la Maison Volpon, c'est ça, Frédéric? C'est ça, Maison Volpon, absolument. Bienvenue Frédéric. Comme toujours, Merci. question rituelle simple. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Déjà, en tout cas, merci de me donner la parole et de me laisser parler de la Maison Volpon. Et mon parcours entrepreneurial, moi, je suis ébéniste. Donc, ébéniste, la réalisation de meubles, d'aménagement intérieur. Et mon parcours a été bercé par l'histoire familiale de cette maison, de la Maison Volpon, puisque je suis né quasiment dans l'entreprise. J'ai 64 ans. Non, je suis de 64 et j'ai donc 58 ans. Et mon grand-père a créé l'entreprise, la Maison Volpon, en 1946 quand il est revenu de la guerre, déjà à Saint-Fond. Et depuis 64, dans les locaux dans lesquels nous sommes actuellement, qui sont dans le centre de Saint-Fond et qui étaient, ces locaux-là, une ancienne tonnellerie, donc déjà un lieu dédié au bois. Super. Donc, ouais, et je suis vraiment ravi de te recevoir parce on a eu une demande spécifique. Quand je demande souvent en fin d'interview qui vous voulez entendre, etc. Et j'ai un invité qui m'a dit j'ai envie d'entendre un entrepreneur qui a une entreprise ancienne et qui a perpétué un savoir-faire, etc. Donc, comme on avait déjà notre interview planifiée, je suis vraiment ravi de te donner la parole. Donc, c'est vraiment intéressant voilà, comme parcours. Alors Qu'est-ce que vous c'est faites au vraiment, niveau de de la maison Volpon? Qui sont vos clients? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous alors leur proposez? déjà par rapport à l'histoire, mon grand-père a créé en 46, puisque justement tu disais que tu avais envie d'entendre une maison qui avait déjà une histoire, Ouais. mais la maison a une histoire depuis 1946 et la famille au sein du métier d'ébéniste depuis plus longtemps, Ah, ok. puisque l'arrière-grand-père Antoine était lui-même déjà ébéniste et c'est lui qui a transmis cette passion à mon grand-père, puis après à mon père et mon oncle et à moi depuis toujours, depuis tout petit. Donc voilà, donc ça a été. Et donc ce que fait la maison Volpon aujourd'hui, la maison Volpon, bah, c'est de réaliser. On est dans un milieu plus haut de gamme luxe, voire ultra luxe par moment. Et ce que viennent chercher les clients chez nous, c'est qu'on leur réalise des pièces uniques. Donc vraiment des objets uniques estampillés de la maison Volpon. Et ça va être aussi bien du mobilier que des aménagements intérieurs. C'est-à-dire qu'on va on va habiller des zones complètes avec ce niveau d'exigence, de précision et de soin que représentent les bénisteries à l'échelle d'un meuble. Et on va dupliquer ce niveau de finition et de savoir-faire sur des habillages muraux complets. On va habiller des murs, on va intégrer des portes de communication, on va intégrer du mobilier qui, au demeurant, vont faire partie du bâti. Alors, volontairement, j'aime pas employer le mot d'agencement parce qu'on n'est pas sur le registre d'un agenceur, mais on fait de l'ébénisterie d'agencement, c'est-à-dire que ce niveau-là va venir justement habiter et habiller l'ensemble des parois que le client ou l'architecte souhaiteront habiller, mais avec ce niveau d'ébéniste. D'accord. Et du coup, il y a autant la partie, tu parles d'habillage ou d'ébénisterie, d'agencement, que la partie, que des meubles également, et ça donne une cohérence. Comment ça fonctionne? Oui, alors quelquefois, on va pas avoir de meubles indépendants tout court, ou peut-être qu'on va en avoir quelques-uns en complément. Souvent, on va faire que des habillages muraux avec ce niveau de prestation d'ébénisterie, et le client va aller meubler son intérieur avec du mobilier de très belle facture, de designers, d'éditeurs, mais nous demandera aussi de temps en temps de réaliser ou la table. On a fait une magnifique table avec des plateaux qui ont été pris dans notre cave à bois, parce qu'on a aujourd'hui, on fait partie des seuls ébénistes à avoir une cave à bois. C'est-à-dire, c'est d'avoir une réserve précieuse qui date de mon grand-père, et aussi bien sur le travail du plaquage
que sur le travail du bois massif. Et là, en l'occurrence, c'était des plateaux de bois massif qui faisaient 12 cm d'épaisseur. On a fait une table de 3 mètres par 1 mètre 40 qui faisait 10 cm d'épaisseur une fois fini, avec des bois. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on avait fait du mobilier Ok. pour aller en harmonie avec tous les habillages muraux qu'on avait fait dans des plaquages d'exception. Ça marche. Alors, comme je t'ai prévenu juste avant l'interview, il y a une nouvelle question là que je pose, c'est quelle est la plus grande idée fausse qui circule sur ton métier au niveau de tes clients ou de tes prospects ou... Alors, c'est un beau tremplin pour expliquer justement quelque chose par rapport à notre métier. Et l'idée fausse est que le plaquage est synonyme de meubles bas de gamme. Ça, c'est la grosse industrie du meuble, en tout cas, qui, par une production intensive de meubles, effectivement, j'en conviens, de très basse qualité ou de très moyenne qualité, a préféré travailler du panneau avec du plaquage dessus de manière très industrielle. Mais c'est pas le plaquage en lui-même, c'est plus la manière dont sont conçus ces meubles. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre métier d'ébéniste est né justement avec le plaquage. Quand on a vu au XVIIe siècle arriver des bois tels que les ébènes, que les menuisiers justement de l'époque, puisque c'était les menuisiers en meubles, ont vu arriver, ils n'ont pas travaillé ces bois du tout de la même manière, parce que déjà ils coûtaient très cher. Donc ils ont eu l'idée d'en scier des fines plaquettes et de venir habiller ces meubles avec ces bois précieux. Et petit à petit, la technique au XVIIIe a permis non plus de scier, mais de trancher, donc d'avoir ces feuilles de plaquage et de développer justement un facteur esthétique qui n'existait pas avant, c'est que la veine du bois allait devenir un véritable élément décoratif. C'est ce Ok. qu'on appelle le frisage, l'appareillage, le fait de faire raccorder des veinages de bois entre eux sur les différentes feuilles, et puis ensuite de faire la marqueterie et le véritable travail de l'ébéniste. Et ça, aujourd'hui, c'est un savoir-faire rare qui est complètement, aujourd'hui, maintenant anecdotique et qui nous vaut, parmi d'autres savoir-faire, le label Entreprise du patrimoine vivant. Si je peux en dire quelques mots Bien sûr, après, ouais, mais en s'il te tout cas, plaît. c'est un label qui aujourd'hui, dont on est tous très fiers, qui est le seul label d'État qui existe, qui est pour valoriser l'excellence des savoir-faire rares français. C'est-à-dire que label entreprise de patrimoine vivant, ce qui est vivant, c'est le patrimoine de savoir-faire. Je compare ça un peu à un cœur qui bat depuis des siècles et des siècles, que l'on on se transmet le témoin, on continue à utiliser ce savoir-faire et on continue surtout à le transmettre. Ouais, justement, c'est comme on s'adresse à, on a un auditoire local autour de la région. Je crois que récemment, vous avez fait un premier salon régional, c'était régional, national des entreprises du patrimoine vivant, c'est ça? Bah, c'est ça, c'est-à-dire que en étant très impliqué au sein de la communauté des EPV, je fais partie du bureau de l'association régionale, j'en suis le trésorier. Et, euh, et donc, on a réussi avec les personnes du bureau à mettre en place, il y a un groupe qui s'est occupé de travailler et de mettre en place justement le premier salon en France EPV, 100% EPV. Souvent, les EPV étaient anecdotiques, noyés au milieu d'autres salons. Là, on a réussi et grâce à la région. C'est vrai que de ce côté-là, M. Wauquiez a vraiment mis les moyens pour que les EPV puissent être mis en lumière. Et on a pu faire un salon où le premier salon en France dédié 100% aux EPV. Il y avait une trentaine d'exposants de la région avec des magnifiques savoir-faire, des démonstrations, des conférences, vraiment pour mettre en lumière ce label. Bon, donc ça appelle une deuxième édition alors. C'est ça, c'était justement là-dessus, sur les EPV, très volontiers. Eh ben, top, génial. Euh, j'ai- j'ai- il y a eu pas mal d'événements, notamment j'ai vu dans ton secteur, les gens ont passé pas mal plus de temps chez eux, etc. Quel était l'impact des 2 dernières années sur ton business? Alors, soit en termes de clientèle, mais aussi peut-être en termes d'organisation interne. Comment est-ce que tu t'es adapté à cette situation? Je ne devrais pas le dire, mais la période 2020 du Covid a été une année qui était peut-être l'une des plus grosses années de production de l'entreprise. Ouais. On avait en début d'année rempli notre carnet de commandes, on en a rajouté encore en plus, peut-être un peu au-delà du raisonnable. Et je ne devrais pas le dire, mais le fait que des chantiers sur site aient été décalés
nous a permis, avec toutes les conditions de sécurité, en accord bien sûr avec toute l'équipe, de produire à plein régime dans l'atelier pour pouvoir ensuite aller installer. Donc on va dire que cette période-là, on n'a pas été impacté, ou peu. Là où on est beaucoup plus impacté maintenant, c'est sur les augmentations explosives de tous les prix, Ouais. sur des marchés que l'on a signés il y a déjà relativement longtemps, que l'on doit honorer au prix où on l'a signé avec le client, parce qu'on n'a pas de clause de réactualisation dessus, et aujourd'hui qu'on doit livrer, alors que les prix des matières premières, pour certaines, ont triplé, voire plus. Alors que le taux horaire de l'entreprise a dû monter parce que les charges de l'entreprise sont montées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de gagner de l'argent sur des chantiers, on en perd sur tous les chantiers. Donc heureusement que notre maison existe depuis longtemps et a su consolider des fonds propres. Mais quelqu'un qui n'a pas pu consolider ses fonds propres, une entreprise jeune, aujourd'hui, ça c'est un facteur très impactant. Ouais, je pense que c'est un dilemme ou une difficulté assez dans pas mal de secteurs, mais notamment le bâtiment de manière Mm. large, on va dire, et l'artisanat, qui est comment est-ce que je me positionne? Parce que si je me positionne trop haut, on ne pourra pas faire le business. Bah, D'un c'est autre ça. côté, si je suis trop bas, je finis potentiellement par perdre de l'argent en fonction des évolutions du marché, quoi. Enfin, Ah oui, parce que notre objectif est bien sûr de signer le marché avec le client, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les prix, et c'est très difficile d'anticiper ces hausses. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, comme tu disais, on voit des entreprises qui ont préféré fermer leurs portes plutôt que de livrer les chantiers au prix où ouais, ils les avaient signés avec les augmentations. Donc, il y a quantité d'entreprises qui se sont cassées la figure, qui n'ont pas pu ouais. rembourser leur PGE, qui ont eu toutes les charges augmentées, notamment l'énergie, mais aussi les matières premières. Et c'est clair qu'il y a de la casse et il y en aura encore. Ouais, très bien. Et est-ce que tu as d'autres défis que tu vois dans ton secteur dans les années à venir, en plus de celui-là qui n'est pas des moindres? Oui, alors c'est un défi que l'on a déjà amorcé, et notamment qui est en lien avec le label Entreprise du patrimoine vivant, qui en l'occurrence est le défi de la transmission du savoir-faire. Et aujourd'hui, on vient d'amorcer avec quelqu'un qui nous accompagne sur le sujet, et notre pro aussi qui nous accompagne, le fait de faire déjà un diagnostic de quel est le savoir-faire de Volpon, quel est le savoir-faire de référence de la maison Volpon. Donc, c'est de faire un état des lieux de ce savoir-faire et de dire voilà ce que l'on attend, et de nous accompagner ensuite sur les outils à mettre en place pour formaliser et normaliser ces savoir-faire, pour être sûr que derrière, ils puissent perdurer et se transmettre facilement. Donc, c'est d'avoir un véritable outil, et avec la personne qui nous accompagne, a un projet de mettre une application que chaque ébéniste de la maison Volpon pourra consulter en disant, ben voilà, ce savoir-faire-là, je peux le retrouver sur une fiche, je peux être dans l'atelier, ouvrir mon téléphone, regarder ça. Donc, c'est un très gros travail, c'est un très gros défi. Ça va pas se faire en une année, mais ça va se faire en tout cas avec la participation de toute l'équipe, parce que c'est vrai que chacun aussi est demandeur de pouvoir formaliser ce savoir-faire. Et c'est aussi une manière de sécuriser l'avenir et la succession de la maison Volpon. Ouais, ça, c'est des sacrés défis pour pas mal d'entreprises aussi. Alors, vous avez des savoir-faire qui sont un peu pénuriques, bien spécifiques et qui font tout le cœur de de votre valeur ajoutée. Et on voit il y a pas mal d'entreprises qui, au bout d'un moment, si on n'anticipe pas ça, il y a des effets générationnels qui font que, on peut tomber dans un creux On et- peut ne plus utiliser un certain savoir-faire parce que les modes et les techniques ont pu évoluer, mais c'est important de toujours le maîtriser, de ouais, savoir comment s'y prendre, quitte à le réadapter après aux moyens qu'on a aujourd'hui. Mais c'est important d'avoir ces bases-là. Je compare notre métier souvent à la haute couture, en toute modestie, mais par rapport au symbole que représente la haute couture. La haute couture, c'est d'abord de maîtriser un savoir-faire qui est séculaire et de le maîtriser parfaitement. Et aujourd'hui, le métier d'ébéniste, c'est pas uniquement le travail du bois. C'est d'avoir autour de lui tous les artisans et tous les métiers qui vont permettre de réaliser, de faire un objet, de faire un projet complet. Donc, on va travailler avec des serruriers, on va travailler avec des miroitiers, des selliers, des tapissiers, etc. Et aujourd'hui, de pouvoir à la fois créer ou répondre à ces nouveaux projets
en mettant en plus dedans du son, de la lumière, des objets connectés. On est, quoi qu'il en soit, en permanence dans l'évolution, mais en s'appuyant sur ces bases solides. C'est pour ça que quand on voit par exemple un Jean-Paul Gaultier, sans vouloir nous comparer à cet illustrateur, on va dire qu'il y a des robes où il n'a pas un brin de tissu dessus. Et nous, ça va être par exemple la même chose sur certains meubles où on n'aura pas forcément de bois, mais que notre savoir-faire d'ébéniste sur lequel on va s'appuyer va nous permettre de mener à bien un projet du début à la fin. Et ça sera de l'ébénisterie. D'accord, ouais, super. Ouais, justement, ça m'amène à la question suivante. C'est est-ce que, donc on a parlé des défis, qu'est-ce que tu vois comme, comment est-ce que tu projettes ton entreprise sur les, alors, je sais pas, sur les 100 années à venir? C'est quoi ta vision pour la Maison Volpon? Je pense qu'aujourd'hui, nos maisons ont un avenir pour moi qui est beau parce que ces savoir-faire et ce qui est malheureux vont devenir de plus en plus rares. Et aujourd'hui, de faire en sorte de faire perdurer ces savoir-faire, on en aura toujours besoin. Ce qui est triste, bon, on va dire bien pour nous aujourd'hui, on va dire sur le marché, mais c'est qu'avant, on prenait, je pense, 90% des ébénistes, tous avaient un savoir-faire qui était équivalent. Et c'était quelque chose de complètement normal quand on allait voir un ébéniste. Alors après, chacun était spécialisé dans telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, en ayant, je pense, même perdu du savoir-faire de l'époque de mon grand-père, on fait partie de l'excellence des savoir-faire rares français, ce qui est quand même assez dingue, alors que j'estime que de ce savoir-faire-là, de celui d'il y a 50 ans ou d'il y a 60 ans, on a dû en laisser un peu de côté. Donc c'est pour ça que c'est important de sécuriser, d'aller rechercher des choses qu'on ne fait peut-être plus, mais de les faire rentrer dans, entre guillemets, notre conservatoire de savoir-faire, c'est de faire un petit peu comme ont fait certains botanistes avec des plantes, des espèces, c'est d'arriver à constituer le conservatoire de savoir-faire de la Maison Volpon. Ouais, c'est génial parce que en parlant futur, au final, tu te rattaches aux racines C'est et ça. on sent que c'est pas du conservatisme et de l'immobilisme, mais qu'en fait, ça demande beaucoup d'innovation, d'énergie pour pouvoir justement continuer à avoir ce passé C'est ça. vivant et d'où le beau nom de votre collectif Entreprise du patrimoine vivant qui amène bien ça en fait. Et dans une très belle vidéo sur les EPV, il y a une des entreprises EPV qui fabrique des cloches et le responsable de cette entreprise a une phrase, moi, qui me plaît beaucoup. C'est quand la technologie est bonne, on l'adopte. Quand la tradition est bonne, on la conserve. Et c'est vrai que nos métiers, c'est ça en permanence. C'est de dire, est-ce qu'à un moment donné, cette technologie ne me fait pas renier les origines de notre métier, mais bien au contraire, va peut-être même nous permettre de faire certaines choses que l'on ne pouvait pas faire à la main. Et aujourd'hui, on va le garder, on va l'adopter, et puis derrière, justement, on va concentrer notre métier sur cet ADN de savoir-faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les choses sur lesquelles on n'a pas forcément de valeur ajoutée, on les fait faire à l'extérieur, couper des panneaux en mélaminé, plaquer des champs, percer des trous. On va dire que n'importe quel industriel du panneau est capable de le faire. Et l'objectif, c'est de centrer les savoir-faire d'ébénistes au cœur de notre entreprise, au cœur de la Maison Volpon, et que chaque ébéniste maîtrise ce savoir-faire-là. Ok, super. Euh, Toi, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que tu fais pour faire vivre tes compétences, progresser? Comment est-ce que tu progresses? Ouais, mais c'est un métier, je pense que tous les métiers qui sont un peu dans le giron des nôtres, on a l'impression d'être un petit enfant à chaque fois devant notre métier. On en apprend tous les jours, on se remet en cause tous les jours, mais c'est ce qui est formidable. On réfléchissait hier avec le Comité national des EPV sur la communication sur le terme d'excellence. Et l'excellence, on n'est pas tout à fait d'accord avec la définition qui est de dire qu'il n'y a pas mieux que l'excellence. Pour nous, l'excellence, c'est une quête permanente. Ouais. C'est un peu le Graal qu'on n'arrive jamais à atteindre, mais c'est ce vers quoi on tend en permanence. C'est le fait de tout faire pour aller encore mieux, trouver encore d'autres choses, c'est le relever des défis. Nous, on adore quand des designers ou des architectes ou des clients viennent nous voir avec une idée de dingue et puis derrière, on va tout faire pour la rendre possible. Et souvent, la personne nous regarde en disant, mais vous allez arriver à le faire? Oui, bien sûr. Vous Je savez sais pas comment? encore comment. Non.
Mais on va le faire. On va le faire. Mais c'est ce qui est formidable. Bon, bah, ça nous amène peut-être à la dernière question qui est quelles sont tes actualités ou peut-être si je la tourne un peu différemment, du coup, c'est quel défi est-ce que tu lances aux personnes qui nous regardent quel défi est-ce que tu aimerais relever ou voilà, quelle actualité tu as et quel appel tu peux faire? Voilà, là, le défi, on va relever un défi. On va réaliser une magnifique maison en Corse sur l'année 2023. Et puis, on va travailler une matière qu'on n'a jamais travaillée. Et c'est de la feuille de bananier. Ok, C'est-à-dire que là, on va réaliser tous les aménagements intérieurs sur mesure de cette magnifique maison avec une architecte lyonnaise talentueuse. Bon, comme il y a, on va dire, une nécessité en tout cas de discrétion du client, donc je ne citerai pas, mais en tout cas, voilà, ça va être un magnifique défi de réaliser tous ces aménagements intérieurs avec des panneaux plaqués avec de la feuille de bananier qui fait 0,15 mm. ok. Donc ça va être un travail très très fin et je pense que ça va pas être facile tout de suite, mais on va y arriver, on va relever le défi, on va faire un magnifique projet. Génial, génial. Comment est-ce qu'on peut te joindre si des architectes, des particuliers, des partenaires ont envie de te contacter? C'est tout simple, l'entreprise étant éponyme et s'appelant Volpon, en tapant Volpon sur Internet, vous avez notre site Internet, par les réseaux sociaux aussi, puisque ben, présent sur ben, LinkedIn, Facebook, Insta. Donc aujourd'hui, avec tous ces moyens-là, vous pouvez me joindre et joindre la Maison Volpon avec grand plaisir, et puis venir découvrir aussi nos ateliers, parce que je fais régulièrement des visites et notamment on va avoir au mois de mars bientôt là, les Journées européennes des métiers d'art Ok. auxquelles nous nous sommes inscrits. Et j'ai 3 matinées privées limitées à 8 personnes, 10 grand maximum, et où on fait la visite. Donc il faudra que les personnes viennent s'inscrire et Ok. profiter de ces 3 demi-journées européennes des métiers d'art pour venir nous rencontrer s'ils le souhaitent. Ça sera avec grand plaisir. Eh ben, génial. L'appel est lancé. On mettra toutes les coordonnées en description de l'épisode. Merci beaucoup, Frédéric. Merci Avec d'avoir grand répondu à mes plaisir. questions et d'avoir partagé ton parcours. À bientôt. Top.